leader, parce que je vais dire où tu es quand même. C'est ça. Eh bien, bonjour à toutes et à tous pour ce 6e webinaire de Comment avance le monde de chez Garoé. Donc, comme d'habitude, je suis vraiment ravie de vous retrouver et ravie d'accueillir aujourd'hui un invité qui est particulièrement investi dans le secteur qui est le sien. C'est un chef d'entreprise avant tout, mais un chef d'entreprise pas comme les autres, hein. C'est un chef d'entreprise coopérateur, voilà, pour essayer de résumer en 2 mots. Franck Maillet. Je le remercie à plus d'un titre, d'abord parce qu'il est très occupé et pour tout vous dire, il se trouve actuellement aux assises régionales de l'économie sociale et solidaire à Grasse. Grasse, moi je suis à Marseille il y a quand même 2h30, il est entre 2 conférences, il est intervenu ce matin dans une table ronde et cet après-midi il enchaîne dans une autre conférence et il a réussi à s'isoler pour pouvoir nous retrouver et tenir ce 6e webinaire. Le thème d'aujourd'hui est un thème qui est à la fois un thème vraiment économique au sens pur du terme, mais c'est aussi un thème technique, puisqu'on va parler des SIC et des SCOP, puisque Franck, au-delà de diriger une société coopérative, est aussi le président de l'Union régionale des SIC et des SCOP pour la région PACA. Alors, il est traditionnel, Franck, dans notre webinaire, que je demande aux invités de se présenter avec leurs mots. Alors moi, je sais que tu as un passif et un passé professionnel extrêmement chargé, et très intéressant. Donc, s'il te plaît, Franck, mais qui es-tu? Et merci de nous faire part de ton expérience pour ce webinaire. Je te remercie, Marcia Delphine, déjà pour l'invitation, en premier. Et ensuite, d'y participer, j'y tenais absolument parce qu'en Normand, on devait de le faire dans ton cabinet, mais c'était pas possible pour moi parce qu'il y a eu justement ces premières assises de l'économie sociale et solidaire, d'autant plus que c'était les premières, donc il y a une représentation de l'économie sociale et solidaire. Et en tant que président de l'Union régionale des SCOP Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, attention de ne pas oublier nos amis corses. Tu as raison. En plus, il y a une belle actualité économique pour les SIC en Corse. D'autant plus. Donc, c'était important que moi j'y sois aujourd'hui, surtout qu'on a parlé de la loi de Benoît Hamon, donc la loi de l'ESS de 2014. Et comme on est dans ces 10 ans, donc il y a un renouvellement de la loi, il y a beaucoup de discussions là-dessus. Et nous, on apporte aussi pas mal d'amendements sur les textes de loi pour améliorer les situations de nos SCOP, de nos SIC à l'intérieur des CAE aussi. Et pour me présenter directement, parce que là je faisais vite, pour présenter là où j'étais surtout. Donc en fait, je suis dirigeant de Transmassilia, qui est une SCOP qui existe depuis plus de 33 ans. Et en fait, maintenant quand je me présente, je suis plus une personne de Transmassilia, de l'Union régionale, que ce que je suis en termes privés. C'est compliqué parce que je vais pouvoir que vous raconter quelque part. En fait, je la vis, je la transpire, hein, ma SCOP, et puis après l'Union régionale, je suis en permanence dedans. J'ai très peu de temps. Alors, j'ai la chance, quand même, de côté privé, la SCOP et l'Union régionale, c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur et Corse, mais je vis aussi dans le Sud-Ardèche. Et le fait de vivre dans le Sud-Ardèche, ça me donne une possibilité, une petite bouffée d'air. Quand j'y suis, j'y remonte ce soir, j'ai hâte d'y aller. Et j'ai une autre casquette en même temps qui est aussi, c'est mon pas de côté, je suis aussi coprésident de l'association Terre Humanisme qui avait été créée par les amis de Pierre Rabhi il y a plus de 30 ans pour transmettre l'agroécologie. Voilà, ça c'est ma petite bouffée d'air personnelle, même si elle transpire aussi cette bouffée d'air dans ce qu'on fait, parce que je vais présenter aussi ce qu'on fait dans Transmassilia en même temps. Oui, avec Allez. plaisir. C'était la question que j'avais envie de te poser, que tu nous expliques. Je pense que c'est ce qui intéresse aussi les gens qui sont connectés et qui ne connaissent pas forcément le milieu des SCOP et des SIC. C'est quel type d'activité on y exploite. Donc, ton Bien sûr. exemple est un exemple intéressant. Absolument. Alors Transmassilia, comme je disais tout à l'heure, elle existe depuis 33 ans. Moi, je suis gérant depuis les années 2001. Et nous sommes un acteur local, on est bien présent dans les domaines d'aménagement, de manutention diverses. Nous faisons aussi de la collecte et du traitement de déchets, de biodéchets. Et comme je disais tout à l'heure, justement, mon côté privé, qui est la transmission de l'agroécologie, transpire aussi dans notre scope, c'est que nous créons et nous animons des jardins d'agroécologie pour les entreprises. Ça, c'est le côté... souvent, on me dit, mais du déménagement, vous allez jusqu'au jardin. En fait, il y a la logistique qui est derrière. Et notre souhait, en fait, en permanence, en fait, même mieux, très souvent, on oublie,
parce que je suis très axé aussi sur la transition écologique, c'est que beaucoup de gens ne savent pas qu'actuellement, la France se réchauffe de 20% plus rapidement que le reste du monde. Et Ah oui. 50% plus vite de ce qui est prévu. On sait que la banquise, ça fond, on sait qu'en Californie, ça va pas, mais on ne savait pas que la France allait aussi vite. Et dans des discussions, j'ai eu la chance de rencontrer une hydrologue qui m'expliquait tout simplement, en fait, on perd de la transpiration, la Terre ne transpire plus. Et quelque part, quand je vous parlais de transpiration nous, par rapport à la SCOP, c'est qu'on s'est donné, nous, en tant que SCOP de déménagement, une volonté de donner de notre transpiration, justement pour reconnecter les gens au vivant, au sol. Et c'est pour ça qu'on crée en même temps ces animations dans les entreprises. Et très souvent, euh, on répète régulièrement que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas et qu'avec la mise en place de jardins et d'animation, on ouvre des espaces de sensibilisation. Ça invite après les équipes qui sont en face de nous dans le monde professionnel, déjà d'améliorer leur qualité de vie, d'avoir une autre vision. Et les pratiques quotidiennes de nos concitoyens, ça permet de développer des activités complémentaires et axées sur la pédagogie et la sensibilisation. Voilà, je pense que j'ai vite fait un bref, parce que sinon 33 ans c'est long à expliquer. Je ne pense pas que tout le monde a envie d'écouter ça pendant longtemps. Non, mais c'est intéressant parce que ce que j'ai retenu, moi, dans nos discussions en préparant ce webinaire, c'est qu'il y a quand même enfin, c'est un engagement personnel, tu l'as dit là à plusieurs reprises, et qui, en fait, guide la totalité du parcours entrepreneurial depuis tes débuts en tant que professionnel, parce que je sais que tu as eu plein de vies, plein de métiers différents d'ailleurs. Et donc, c'est ça qui est intéressant et c'est la notion d'engagement, c'est ce qui nous intéresse chez Garoé en particulier, l'engagement qui transpire. Et finalement, quand on a envie de faire quelque chose, on trouve toujours une bonne raison de le faire. Même quand on déménage, pourquoi pas faire des jardins après tout, puisque ce qui compte, c'est effectivement l'investissement qu'on y met. Donc ça, c'est intéressant et je pense que ça intéresse beaucoup les gens qui nous suivent. Euh, Et en même temps, d'ailleurs, quand je parle de transition, c'est vrai que dans le déménagement, on utilise beaucoup des véhicules. Hein, et actuellement, les véhicules électriques ne sont pas assez performants par rapport à ce qu'ils peuvent nous offrir en kilomètres. Donc, on est toujours dans le thermique, mais c'est là où c'est intéressant, c'est la formation. Parce que tous nos salariés sont formés, chauffeurs, hein, sont formés justement pour rationaliser les déplacements, pour éviter d'accélérer. On fait attention aussi à nos véhicules qui sont tous en numéro 6 pour qu'ils consomment moins. Il y a le AD Blue aussi qui est sorti sur ce côté-là pour moins d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on travaille aussi ces sujets-là, même dans tous nos achats, ils sont éco-responsables. On travaille avec on a besoin de cartons. C'est une entreprise de 7 qui fabrique des cartons. On a besoin de couvertures. On travaille avec des entreprises associatives qui sont dans l'insertion, qui récupèrent des tissus, qui font des couvertures pour après, nous, on puisse les réutiliser. Voilà, on essaie quand même d'avoir ce côté-là, même dans notre vision qui est notre quand même, pour rien cacher, le déménagement correspond à 70% de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est important. Après, on a un autre côté que je dirais peut-être plus sexy avec les jardins, mais quoi que le déménageur, ça fait sexy aussi. oui, Mais c'est le côté plus agréable où on connecte vraiment les gens avec la terre-mère. Bon, super. Ben, je te remercie parce que c'était un point important pour moi d'évoquer ton parcours et puis cette scope aussi qui est un acteur sur le territoire de la région marseillaise et plus d'ailleurs. Du coup, ça m'amène à ma deuxième question, même parce que tu l'as pas évoqué. C'est mais qu'est-ce qui t'a amené à découvrir l'univers des scopes? Parce que j'imagine que tu t'es pas levé un matin en disant tiens, je vais créer ou je vais m'investir particulièrement dans une SCOP. C'est venu comment? Parce qu'on sait que le régime des SCOP, des sociétés coopératives, existe depuis très longtemps. Hein. Ce n'est pas du tout une réglementation récente. Hein. Elle a fait ses preuves, on aura l'occasion d'en parler un peu plus tard, dans tout un tas de secteurs avec des exemples de réussite économique marquants. Mais comment on en vient à s'investir et puis diriger une SCOP? Qu'est-ce qui guide ce cheminement? En fait, moi, ça a été le hasard le plus total. Il y en a certains qui baignent dedans, qui connaissent, qui le vivent parce que les parents l'ont été. Ben, moi, personnellement, mes enfants le connaissent bien. Eh oui. D'ailleurs, il y en a un qui travaille aussi dans la SCOP et ma fille est quand même dans l'ESS. C'est une EduxP et elle travaille aussi là-dedans.
elle est dans l'économie sociale et solidaire. Moi, ça a été le hasard le plus total. En fait, j'avais créé une galerie de peinture sur Marseille et on me présente un artiste peintre et son père était le créateur de Transmassilia. Et tous les deux, quand on s'est connectés, on a. Ce qu'il y a de rigolo, c'est qu'à l'époque, je parle là de 93, de 1993, donc j'ai quand même pas mal d'années, et tous les deux, on avait grosso modo pile poil 30 ans d'écart à 6 jours près. Et on arrivait, on avait la même connexion intellectuelle, et d'un coup, il m'a présenté Transmassilia, cette scope complètement ex nihilo, qui a été créée en 91 après pour pas citer, c'était la Société Marseillaise de Crédit qui avait un des premiers plans de licenciement, un premier plan social de cette époque-là, en 91. Et eux, ils ont créé la SCOP par rapport au métier qu'ils faisaient à l'intérieur de la banque, en fait, tout simplement. En faisant quoi? En faisant le transport du courrier interne, c'est-à-dire au niveau des agences. Par exemple, et après aussi la compensation en Banque de France. Avant, on faisait la compensation en Banque de France, c'est-à-dire qu'on emmenait les chèques avant une certaine heure pour que les banques s'échangeaient les chèques ou surtout tout au moins les montants. Et c'est comme ça que moi j'ai connu la SCOP. Et après, petit à petit, je m'y suis intéressé de plus en plus et j'accompagnais donc le papa de l'artiste que j'avais exposé à l'époque, qui avait très bien marché. En plus, je crois qu'on avait vendu, après un article dans le Méridional, on avait vendu tous ces tableaux. Ça avait été quelque chose un record, ça m'était jamais arrivé auparavant. Et puis voilà, en fait, ça s'est enchaîné comme ça. Et moi, d'un coup, j'ai vu que ensemble, c'est ce qui m'a donné en fait le côté ensemble, on pouvait faire des choses, d'où le côté scope. Et après, j'en suis devenu gérant. Enfin, j'ai été salarié tout simplement. J'en suis devenu le gérant en 2001. Et en même temps, la personne, le créateur, partait les créateurs, parce qu'ils étaient deux, il faut toujours être deux pour être au minimum dans une scope. Sont partis à la retraite. Et puis donc, ils m'ont transmis la société en coopérative comme ça. Voilà. En fait, ça a été le hasard le plus total. Mais après, j'ai adhéré totalement. Ben voilà, tu es tombé dedans assez tôt. Alors, depuis tout à l'heure, on a cité deux acronymes que nous, on connaît très bien, celui de SCOP et le second de SIC. Mais je pense que probablement certaines des personnes qui sont connectées ne connaissent pas aussi bien que nous ce que ces deux acronymes couvrent. Alors, la SIC, Société coopérative d'intérêt collectif, et la SCOP, Société coopérative de production. À l'époque, justement, en fait, SCOP à l'époque, c'était. J'ai parlé, le mouvement a fêté justement ses 140 ans lundi au CESE sur Paris. Donc, ça fait 140 ans que ça existe et c'était les associations ouvrières coopératives à la base. Donc, SCOP voulait dire Société coopérative ouvrière de production. Voilà ce que voulait dire le mot SCOP. Et ce qui est important quand on parle de la SCOP, ce que c'est en fait, c'est qu'il faut toujours se remémorer que en fait, dans une SCOP, on expérimente on expérimente la démocratie en permanence. Il faut absolument, comme je disais tout à l'heure, il fallait un minimum de 2 salariés qui soient majoritaires à 51%, ça c'est le minimum, et qui représentent au niveau des parts sociales 65% des votes. Ça, c'est le côté important. Et ce qui fait dans la lignée, quand je parle de démocratie, en fait, c'est que les coopérateurs élisent leurs dirigeants et ils décident aussi des orientations et de la stratégie ensemble. Donc, c'est pour ça que c'est le groupe qui avance et qu'on peut parler après là justement d'éco-citoyenneté. Ce que nous sommes en train de mettre en place, justement, ce que je disais tout à l'heure en table ronde, au niveau des indicateurs, on est habitué chaque fois de chiffrer. Au niveau, on a fait tel chiffre d'affaires, on attend dans le fonctionnement et ainsi de suite. On est en train de mettre aussi des indicateurs par rapport à nos réviseurs sur la liste, parce que nous sommes obligés d'être inscrits sur la liste ministérielle. Hop, je fais un peu des parallèles en même temps. On est obligé d'être inscrits sur la liste ministérielle, parce qu'en tant que SCOP, on a des droits au niveau de la fiscalité, donc pour ça, liste ministérielle. Et donc, on a un réviseur qui nous révise et on est en train d'intégrer chez le réviseur des indicateurs sur l'éco-citoyenneté, en fait. C'est ce qui est en train de se mettre en place au niveau national. Ça, donc, vous suivez la tendance globale qui est d'utiliser, d'être contraint pour certains secteurs, ce qu'on appelle les référentiels extra-financiers, y compris pour poursuivre le développement et
et la conformité peut-être des scopes au modèle. Je précise juste pour notre auditoire que c'est le hasard, mais le hasard est souvent bien fait. Mais on a sorti il y a 48 heures de ça notre guide juridique de l'entrepreneur engagé par Garoé, où il y a l'essentiel de ce que recouvre le régime des SIC et des SCOP d'un point de vue technique. Donc, j'engage les gens qui sont intéressés sur ce sujet à aller regarder bien le minimum requis pour pouvoir envisager ces deux structures sociétaires que sont les SIC et les SCOP, voilà, où vous trouverez beaucoup plus de détails que ce qu'on va pouvoir en dire aujourd'hui parce qu'on est dans un temps limité et qu'on a beaucoup de choses qu'on a envie d'aborder. Mais voilà, donc en fait, vous êtes en train aussi de faire évoluer le modèle et donc probablement que même si on imagine que l'engagement éco-citoyen est peut-être plus présent dans le milieu des SCOP et des SIC que dans un milieu de l'économie dite classique, c'est quand même un critère qui va rentrer en appréciation. Et donc là, le réviseur, comment ça se passe en pratique? Vous avez les unions régionales ont des réunions de manière régulière pour faire évoluer les critères. Voilà, en pratique, comment ça se passe? Alors, pour présenter en fait le mouvement en fait dans sa globalité, ce qui est important en fait, c'est que nous en fait on fonctionne avec il y a 13 unions régionales au sein de la France et après c'est chapeauté par la Confédération nationale qui a fêté, comme je disais tout à l'heure, ses 140 ans. Et là en même temps, régulièrement, ce qu'on appelle la délégation, les salariés de l'union régionale, actuellement nous sommes 14 plus 3 alternants, donc nous sommes 17. Ce que fait en fait une régionale comme ça, après ça nous fait aller vers la révision. Dans un premier temps, nous, l'Union régionale, c'est le mouvement qui existe depuis 140 ans. Il y a une fédération des SCOP Provence qui a existé depuis 1938. D'ailleurs, on a fêté les 85 ans en 2023. La campagne, elle soutient les coopératives. On peut parler aussi de propagande, c'est-à-dire on fait la promotion du statut. On parle d'appui aussi de lancement, d'accompagnement de développement, du suivi de financement. Il y a aussi la transition de gouvernance, comme moi, on nous a accompagnés par rapport à l'ancien gérant de Transmacia. Quand c'est venu à moi, on accompagne aussi ces transitions de gouvernance. Et ce qui me fait penser rapidement, d'ailleurs, je fonctionne souvent comme ça, donc je saute d'un point à l'autre, mais rapidement, on joue surtout sur un territoire qui est important en ce moment, qui est la reprise à la barre et puis des transmissions saines. Et quand je parle de transmission saine, c'est un sujet actuellement qui nous tient à cœur parce qu'il est important d'accompagner les propriétaires d'entreprises dans la transmission. Très souvent, c'est leur bébé qu'ils ont peut-être fondé ou transmis de leurs parents, que c'est le propriétaire de l'entreprise. Ils n'ont pas l'habitude de se dire peut-être que le salarié pourrait reprendre aussi, je peux vendre mon entreprise aux salariés, alors qu'il leur serre la main tous les jours, alors qu'ils ont le savoir-faire, ils connaissent tous les clients, ils connaissent les fournisseurs, mais il y a plusieurs freins. Là, c'est psychologique, hein, et c'est là où nous accompagnons. On a plusieurs subtilités déjà techniques et financières là-dessus, parce que le mouvement lui-même est très organique. Hein. Au niveau de l'union régionale, comme je vous disais, on a 17 personnes qui y travaillent, mais on a plusieurs organes. On a aussi un outil financier qui s'appelle Pargest, on a un outil national, Pargest et régional, national qui est Socoden. On a aussi des sociétés de cautionnement pour justement aider toutes nos scopes et nos SIC à se développer, à se créer et à se transmettre. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est important dans les transmissions saines aux salariés, c'est qu'il y a un taux de pérennité à 5 ans de 91,5% contre 61% pour des entreprises classiques. Donc je trouve que là, le chiffre est pas... J'aime pas trop donner des chiffres, mais ça, c'est quand même quelque chose d'assez important parce qu'on a un gros souci au niveau de la pyramide des âges. Actuellement, il faut penser que va devenir notre entreprise avec nos savoir-faire que nous avons. Est-ce que ça va être racheté ou plutôt vendu à des fonds ou à de plus gros qui vont être mangés et après se liquider sur le territoire, parce qu'il ne faut pas obliger que les scopes et les cycles ne sont pas délocalisables. Elles sont vraiment, c'est un ancrage territorial. Ça, c'est important de le rappeler. Et petite précision encore qui est importante, je ne vais pas en donner beaucoup de chiffres, mais là, j'en donne un tout petit peu. C'est qu'en fin 2023, on savait qu'il y avait, j'essaie de me souvenir, dans les 38 000 emplois, grosso modo, coopératifs, qui représentent à peu près
que 40% d'entre eux proviennent en fait du transmission saine. Donc c'est énorme quand nous, on sait qu'au niveau national, les scopes ESIC, ça représente à peu près 81-82 000 emplois. Donc voilà, c'est pour ça que je parlais des 40%. C'est pas mal. C'est-à-dire qu'il y a une volonté et qu'il faut travailler là-dessus. Et puis, ça me permet aussi de rattacher au contexte économique qui est difficile, hein. On le sait tous actuellement, il y a quand même une augmentation assez importante des liquidations judiciaires. Pas mal de secteurs sont en péril. Donc, probablement que l'utilisation de la SCOP va peut-être être mis sur le devant de la scène pour racheter ces entreprises qui ont un outil de production. Enfin voilà, je pense que probablement que ça va avoir un écho tout particulier dans cette période difficile, économiquement parlant, instable aussi pour tout un tas de secteurs d'activité. Et ça, c'est vrai qu'on n'a pas forcément le chef d'entreprise, et ça, tu as bien fait de le préciser, n'a pas forcément le réflexe de se dire, après tout, pourquoi mes salariés ne le feraient pas? Moi, c'est la question que je pose, mais parce que je suis bien éduquée, si je puis dire, sur ces sujets-là. Et auxquels je pense, c'est vrai que souvent la réponse est pas forcément, la réaction n'est pas forcément naturelle. Donc ça, c'est vrai que c'est un élément extrêmement important. Il y a des exemples très connus, hein, de scope de reprise comme ça à la barre ou dans le cadre d'une session qui ont été des succès. Donc, on peut, quand on échangeait, on peut citer des noms. Tu me parlais d'Essilor, par exemple, qui était initialement une SCOP. C'était une histoire. Alors, en fait, Essilor, c'est encore autre chose. Essilor, c'était en fait, c'était une coopérative de lunetiers dans les années 1880. En fait, c'est une étude de cas que j'avais vue. Voilà, tu vois, là, j'ai rebondi. Le mouvement crée aussi des formations et pour les dirigeants justement des SCOP et des SIC. Et il y avait une formation qui se déroulait sur une année à Dauphine. Que pour justement voir tous les dirigeants puissent aussi s'acculturer à des fois des techniques qu'ils n'ont pas pu apprendre dans leur cursus scolaire ou d'étudiants dans les universités ou autres. Donc ça permet aussi, tu vois, de former tout le monde. Ça, c'est le côté mouvement qui est important aussi. Ensemble, on se mutualise et on s'entraide, on crée des formations. Ça, c'est important. Et justement, pendant ma période de formation qui a duré 1 an, j'avais eu en étude de cas Essilor et j'avais appris en finance que Essel, donc, qui était une coopérative du métier, qui a évolué, qui avait plein de brevets, parce que c'était un créateur, c'était un groupement donc, de plusieurs artisans en fait, qui travaillaient là-dessus. Et après, dans les années 50, il y avait Silor, et ils se sont regroupés, c'était juste l'après-guerre, parce qu'ils avaient plein de brevets ensemble pour l'évolution. Et c'est quand même, et Silor, c'est des milliards de chiffres d'affaires. Ça représente au niveau du CAC 40 une de nos beaux fleurons français, mais qui a toujours, c'est la seule entreprise où il y a le plus de salariés qui sont associés, parce qu'ils ont gardé ce côté quand même coopératif en créant une association de salariés qui détiennent 8% des parts sociales du CAC, de l'entreprise qui est au CAC 40. Voilà, donc c'est une des premières structures où on peut dire ça, les salariés détiennent une des plus grandes parts du capital. Ça, c'est important parce qu'ils ont gardé ces valeurs antérieures à la coopérative. Et puis, pardon, oui. Vas-y, je te coupe. Vas-y. En revanche, pour parler de transmission saine qui se passe, j'étais avec Yannick Mazet, qui est le président de la Chambre des métiers de l'artisanat régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur. On était il y a 15 jours dans le 05. Une petite structure artisanale de charcuterie, tout simplement. La personne, on a travaillé ensemble avec les équipes de la CMA, hein, de l'ACMA, pour accompagner cette personne-là qui ne trouvait pas, qui n'avait pas la solution pour réussir à vendre son entreprise. Et on a trouvé justement un terrain d'entente et il a pu transmettre à ses salariés. Ils sont 6, c'est une petite charcuterie, mais qui est connue. Il paraît même que les gens passent toujours devant quand ils montent au ski et ils réservent leur charcuterie pour en profiter un peu plus haut sur la neige, sur les pistes. Donc voilà. Mais c'était l'idée déjà qu'il fallait évoluer pour qu'elle puisse transmettre. Et nous, dans ce cas-là, je peux donner un petit secret aussi que nous avons.
c'était la charcuterie en Brunaise. Je suis obligé de dire son nom parce que j'ai goûté, je me suis régalé aussi. Donc, il faut quand même en parler. N'oublions pas que nous sommes en France et qu'on adore nos territoires, surtout leur savoir-faire. Je donne un exemple tout bête. Je suis propriétaire d'une entreprise, je souhaite la transmettre parce que je vais partir en retraite ou alors j'ai envie de faire une autre vie. Elle est évaluée à 1 million d'euros simplement. On est 10 salariés, je simplifie tout. Il y a 10 salariés. Les 10 salariés ne vont pas avoir 100 kilos pour pouvoir acheter 1 million. En revanche, ils peuvent avoir 1000 ou 2000 euros pour constituer leur capital. Et nous, dans ce cas-là, c'est là où nous, on va intervenir dans l'accompagnement. En créant la SCOP, on va pouvoir financer la SCOP, peut-être avec un tour de table, mais on va pouvoir la financer avec nos outils, avec le tour de table, directement le rachat. Et ce ne sont pas les salariés qui s'endettent, c'est la SCOP qui s'endette. Donc, c'est l'outil de travail, en fait, et qui appartient toujours aux salariés en même temps. Et c'est ça. Et la force, elle est là souvent dans les transmissions. C'était l'exemple que je voulais donner. C'est un très bel exemple. Et parce qu'on a parlé beaucoup de SCOP, mais on pourrait aussi dire 3 mots sur les SIC. Oui. Et là, il y a une. Alors là, je le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas l'acronyme Société de coopérative d'intérêt collectif, pardon, qui est donc une coopérative, elle porte bien son nom, mais sa spécificité, c'est qu'elle a vocation à mettre en commun des intérêts à la fois territoriaux, économiques, au bénéfice d'un projet. Donc, ce sont souvent les SIC associent souvent des collectivités territoriales, des établissements publics dans la poursuite de ce projet économique. Et il y a alors on est désolé pour les Parisiens ou autres non-marseillais, corses qui nous suivent, parce que c'est très territorial et localisé ce webinaire, mais il y a on peut en parler, Franck, parce que j'ai vu dans la presse la semaine dernière qu'on citait l'exemple de l'OREDS de Corse. Voilà, de nos amis corses, absolument. De se structurer. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire? Parce que dans le sud de la France, qui ne connaît pas l'OREDS, c'est un exemple parfait d'illustration de ce qu'est qu'une SIC. Alors, peut-être je vais rappeler un tout petit peu l'historique de la SIC, parce que la SIC est quand même une évolution et révolution entrepreneuriale. La SIC est jeune, c'est un jeune statut qui a 22, 23 ans, il est sorti en 2001. Ça a commencé en 1997 où ça a commencé à réfléchir, et il y a beaucoup de personnes, dont le mouvement coopératif, qui s'est investi à ce niveau-là, et est sorti donc en 2001, donc est sortie la SIC, qui est, comme tu disais, la Société coopérative d'intérêt collectif, qui sont en fait des entreprises de forme privée, d'intérêt public. Elle associe des personnes physiques, morales, mais autour d'un projet. Il faut que le projet soit commun pour allier aussi bien l'efficacité économique, comme je disais toujours, le développement local et l'utilité sociale. Il faut qu'il y ait une utilité sociale pour vraiment créer une SIC. Et au niveau de la différence des acteurs, tu as les associés salariés ou producteurs. Tu peux retrouver des agriculteurs, des artisans dans ces associés-là. Après, tu as les bénéficiaires. Ça peut être les usagers, ça peut être des fournisseurs, des soutiens. Et après, il y a la case autre. Et c'est là où c'est l'associé autre, c'est là où, comme tu disais à juste titre, c'est les établissements publics, c'est les collectivités locales, les associations. Enfin, il peut y avoir vraiment, ça crée vraiment une dynamique multipartie. C'est une multipartie prenante, voilà, autour d'un projet qui est souvent innovant et ancré sur le territoire. Souvent, je vais le répéter par rapport à une SIC, parce que c'est important. Même au SCOP, comme je disais, c'est non délocalisable, mais la SIC, c'est vraiment le territoire. Il y a une phrase un jour que je sais pas, comme ça, elle est sortie, et quelqu'un me l'avait noté, et je disais tout simplement que ce modèle entreprendre, c'est un levier de consolidation d'initiatives locales, parce que très souvent, c'est comme ça que ça arrive, avec un vecteur de promotion à l'innovation sociale, à l'innovation économique, en impliquant les citoyens. Et ça, c'est la force encore du territoire. Et je vais revenir à l'exemple, et ça va l'illustrer de manière parfaite. Quand on parle de l'Odorezza, c'est un sujet que nous, on suit depuis à peu près 2 ans, avec la collectivité corse, dont le président est Gilles Simeoni, avec aussi l'ADEC et l'Agence de développement de l'économie corse. On a accompagné les salariés, justement, au bouleversement coopératif. Et en même temps, comme c'est un souhait aussi bien de la part des salariés et aussi bien de la collectivité, on devrait créer une SIC de l'Odorezza.
et après seraient distribués tout simplement en France et après vers d'autres territoires, hein, parce qu'on est gourmand. Alors, ce qu'il y a de bizarre, j'en ai parlé à Paris quand j'y étais lundi, on me regardait avec drôle de yeux, mais à côté de moi, il y avait une autre personne qui dit, mais oui, moi en Corse, je la bois toujours quand je suis en vacances, et ici, je l'ai trouvée dans tel et tel et tel endroit. Comme quoi, elle est aussi un Oui, peu de on partout, la trouve et ce n'est pas partout. que régional. Ouais, on la trouve partout, l'Ordorette. Et voilà, ça c'est la force parce qu'à l'intérieur, il va y avoir la collectivité corse, hein, donc ce qu'on appelle nous chez nous la région. Il va y avoir aussi les communes, les communautés de communes qui font de là où est sortie la source, et les salariés aussi. Il ne faut pas oublier, il y a aussi le côté salarié qui sont complètement impliqués à l'intérieur de la SIC. Et j'espère, parce que tout ça, c'est en train de se faire et ça devrait arriver d'ici début de fin d'année le statut doit être créé, ainsi de suite pour que démarrer à partir de février 2025. Donc vraiment, on est dans les temps et j'espère qu'on va arriver à la sortir de terre, vu que l'eau sort. On en a besoin pour tout. Oui, si tu peux me répondre à cette question, qu'est-ce qui a poussé les parties prenantes à s'orienter vers la SCOP dans ce cas-là précis, et si tu as, si tu Au le sais. niveau de la SIC, ben en fait, ils ont réfléchi. Hein, quand tu discutes avec Monsieur Simeone, il explique il y a eu des avocats, ils ont essayé de faire un EPCI, ils ont réfléchi à faire un regroupement. Et ceux qui répondaient vraiment à la force du territoire, avec l'intégration des salariés, parce que c'est eux aussi qui ont le savoir-faire, il ne faut pas l'oublier, c'est eux qui embouteillent, qui sortent, qui pompent l'eau, qui mettent en bouteille, ainsi de suite. Il y a tout ce travail-là qu'eux connaissent, il y a une trentaine de salariés. Mais en fait, la seule réponse, c'était la SIC. Voilà. Voilà. Donc en fait, c'est une situation locale particulière qui est par nature susceptible de mettre en commun de manière indispensable plusieurs parties prenantes, qui conduit effectivement à se dire que finalement, c'est la SIC apparaît comme… Parce que c'est vrai que ce n'est pas commun, même si la croissance des SIC a été vraiment très importante sur les dernières années. C'est énorme. Euh, Et il y a une SIC que vous connaissez toutes et tous, je pense, même parce qu'ils sont nationales. C'est Enercop. Elle est nationale, Enercop. Elle a 20 ans aussi. D'ailleurs, c'était au tout début qu'ils se sont créés. Et eux, ce sont il y a des salariés au sein d'Enercop. Après, c'est découpé par région aussi. Et les producteurs font partie prenante de la SIC. Et aussi, moi, je suis un utilisateur de l'énergie d'Enercop. Et je suis donc sociétaire aussi, Très par bien. exemple. Je Voilà. vois, je vois très bien. Donc voilà, c'est bien qu'on ait des exemples concrets et pratiques. C'est bien plus facile pour mettre ça en musique. Alors, il y a d'autres cycles dont on a parlé, mais je trouvais que celle-ci, elle était particulièrement marquante parce qu'elle va au-delà même de notre territoire. Mais Absolument. alors, Et quand même, si je peux me permettre, il y a dans le sport aussi une des premières sites qui a été créée, qui est aussi en Corse, c'est le SC Bastia. Ah, mais oui, tu Donc, as raison. et voilà, ça c'est important de le citer, d'autant plus qu'actuellement, alors là, ça me permet aussi de faire un parallèle qui est génial, c'est de parler d'Éric Benzekri. Éric Benzekri est le scénariste du Blanc en Noir et de la série La Fièvre, qui est passée sur Canal+. La série La Fièvre, le sujet, c'est la création d'une SIC. Pourquoi? Parce que c'était le démarrage part sur un coup de boule, hein, un coup de tête Oui, d'un joueur de foot envers son entraîneur et le trait de Toubab. Donc, le Toubab, ça veut oui, dire sale blanc, quand je crois, si je me rappelle bien, oui, en oui, c'est Wolof. ça. Oui. Et de ce fait, donc il y a ce parallèle-là. Après, il y a une guéguerre de communication sur la révolution, sur le racisme, ainsi de suite. Et tout ça est amené pour que le club, derrière, il y a des fonds d'investissement qui veulent racheter le club parce qu'il y a des terrains, ils veulent faire des tours ou alors Immobilière. un éco-quartier, mais sur un terrain de foot. Euh, et donc, ils arrivent à combattre ça en créant une SIC avec les supporters, avec les joueurs et avec toutes les parties prenantes autour de ça. Voilà. C'est pour ça, tu vois, le fait qu'on ait parlé de la SIC de Bastia, C'est marrant ça m'a ça, fait parce que tout tu ça. vois, j'ai vu cette série le début. Alors j'ai arrêté, mais je vais la reprendre. Parce que j'avais Ouais. pas, tu vois, j'avais pas cette historique-là. Donc je te remercie de le citer parce que je vois très bien quelle est cette série qui a marché très bien, qui est d'ailleurs toujours accessible, je crois, eh bien, sur Canal, effectivement. Ouais. Je vais m'y remettre parce que j'avais pas vu
ce parallèle-là. J'ai pas dû aller assez loin encore, donc je vais faire un petit effort pour le voir. Et en fait, si on creuse un tout petit peu, Éric Benzekri, son père était dirigeant d'une SCOP. Ah, C'est pour ça qu'il a d'accord. baigné. Il est venu, d'ailleurs, je me suis régalé, il était là quand on a fait les 140 ans au CESE, il est intervenu. Alors, d'habitude, il intervient très rarement dans des manifestations comme ça. Là, il est venu nous voir. Ça a été personnellement un régal. C'est un personnage qui est vraiment emblématique et puis il a une analyse, une réflexion qui est superbe. Il disait, moi, je me suis très bien vu, voir peut-être mon fils, s'il avait entendu, il serait vu aussi. Je me souviens de mon père où il y avait des papiers de partout sur la salle sur la table du salon, il y avait de partout, c'était comme ça, il était toujours inquiet. Et l'inquiétude qu'il avait, c'est en tant que gérant de sa scope, c'était demain si on perd ce marché-là, comment on va faire? Et il va falloir se licencier. Voilà, qui est la problématique de. Faut pas oublier qu'une scope ou une SIC, nous sommes des entités commerciales. Hein. Donc C'est nous, ça, on est c'est obligé de faire. Voilà, c'est important. On est obligé de faire du chiffre d'affaires et d'être rentable. bien sûr. Parce que dans l'ESS, on parle souvent d'économie, de lucrativité, de non-lucrativité. Moi, je rappelle que non, c'est la lucrativité limitée. C'est-à-dire, on n'enrichit pas les actionnaires, mais ceux qui font tourner la boutique, c'est-à-dire les salariés. Qui sont aussi actionnaires au passage, au sens du droit des sociétés classiques. Et ils sont même, du fait de la loi, ils doivent être majoritaires en capital et aussi en droit de vote, même plus que majoritaires. Tu l'as dit tout à l'heure très rapidement. Donc, merci Oui. pour cet exemple qui, je pense, va éclairer beaucoup de gens et probablement que la série La FIA va faire un petit pic d'audimat, qui sait, auprès des juristes. Après cette Il a bien dit, je vous ai fait un film publicitaire gratuitement. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais tu vois, c'est bien d'avoir les sous-titres parce que je ne l'avais pas identifié. Donc, je te remercie. Après, il y a juste une dernière question parce qu'il est déjà 37 Ah oui, et ça que. passe. Je suis bavard, hein, excusez-moi. Ouais, non, mais c'est toujours comme ça. On ne voit pas le temps passer et c'est très bien. Si éventuellement il y a des questions qui sont posées. Tu l'as dit au tout début de ton intervention que effectivement il y avait la nécessité d'avoir cette espèce de démocratie ancrée dans l'entrepreneuriat pour pouvoir s'investir et diriger une scope. On a beaucoup parlé, passé un temps de démocratie participative, mais je crois que c'est vraiment le terme qui s'approprie le plus à la gouvernance qui commande les sociétés coopératives, qu'elles soient d'intérêt collectif ou ouvrières de production. Mais moi, d'expérience, puisque je suis avocate et que on ne vient pas me voir que quand tout va bien, on vient aussi me voir quand ça ne va pas bien. Je sais que les questions de gouvernance sont essentielles dans les entreprises, quelles qu'elles soient. Et j'aurais tendance, et je pense que beaucoup de gens qui connaissent l'entrepreneuriat doivent probablement voir plus comme une difficulté que comme j'allais dire, un avantage incontournable, le fait d'inclure dans la gouvernance de l'entreprise une multiplicité d'acteurs. Probablement que ça crée des tensions, ça c'est sûr, j'imagine, peut-être parfois des blocages. Toi, en tant que dirigeant de société coopérative, est-ce que ça s'anticipe? Est-ce que d'abord, est-ce que ça se passe vraiment mal dans de nombreux cas ou pas? Et comment on anticipe ça? Parce que pour moi, je pense que c'est une des difficultés de ce type d'entrepreneuriat. C'est bien ça, c'est gérer le collectif et gérer un collectif qui a un poids équivalent. Et donc, bien sûr qu'il faut un leader qui mène la baraque et qui mène le bateau, mais quand même, le leader, il n'est pas omnipotent, il n'est pas omniscient, il s'appuie sur un collectif. Donc, comment on gère ça en pratique? Ben, tu vois, tu as parlé de difficultés, et c'est vrai que ça peut être difficile quand on n'est pas dedans. On peut se dire, waouh, quand tu vois ce bateau, tu vas te dire que c'est chronophage, ainsi de suite. Mais en fait, d'ailleurs, c'est important. J'allais en parler, hein, j'en ai parlé comme ça rapidement tout à l'heure, mais nous, quand on parle de démocratie dans notre entreprise, on peut aussi parler d'holacratie, ou tout simplement de gouvernance partagée pour être plus simple. Comme toi, tu en as parlé un tout petit peu. Mais en fait, ce qui se passe pour arriver, c'est que nos coopératives, impliquent leurs équipes grâce aux formations, comme je l'ai dit tout à l'heure.
déjà pour devenir des coopérateurs. Comme on dit souvent, c'est une phrase classique, hein, tu ne nais pas coopérateur, tu le deviens. Parce qu'on est toujours dans la vie, hein, même à l'école actuellement, ou même avant mon époque, et ça continue avec mes enfants. On est plutôt dans la compétition, plutôt de la coopération. Ça, c'est quelque chose qu'on entend souvent, mais on est habitué à vivre comme ça. On est habitué à tirer la couverture à soi, plutôt que, toi aussi tu as froid, peut-être on va se la partager. En plus, on va se chauffer parce qu'on est tous les deux dedans. Mais ça, c'est des formations que l'on mène, qu'on va là sur ce sujet-là, en permanence, parce qu'il faut accompagner. Et puis après, quand les personnes ont commencé à avoir cette subtilité et qui comprennent qu'ils sont aussi partie prenante de l'entreprise, mais que tu te lèves le matin pour ta boîte, c'est pas pareil. En fait, chacune et chacun prend conscience de sa capacité à prendre des décisions. Et c'est là où c'est important. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est là où j'ai parlé d'éco-citoyenneté. On revêt notre casquette de citoyen, on va élire nos dirigeants, on va prendre les décisions d'orientation, on va prendre les décisions de stratégie. C'est vrai que l'on peut se dire, le fait du groupe, ça va être plus loin, mais non, parce qu'on est tous dans le même bateau. En fait, il faut imaginer qu'il y a plusieurs capitaines, et non pas et non pas un capitaine qui va donner des ordres à gauche à tous. Non, on est dans le même bateau, donc on va tous décider, parce que si un capitaine il fait le mauvais choix, il y a l'autre capitaine et dire mais peut-être que là l'orientation du vent est différente, il faudrait aller dans ce sens-là. Et c'est là où on s'écoute, où on apprend justement aussi à coopérer. Et j'aime bien aussi, souvent je fais un exemple sémantique par rapport à collaborer, parce que collaborer c'est faire ensemble. Oui, on va travailler ensemble. Coopérer, c'est comme créer une œuvre et la faire ensemble. Et c'est là où c'est fort, parce qu'on est tous dans cette création-là, et notre œuvre, c'est notre outil de travail que l'on va défendre, et sur lequel aussi, j'en ai pas parlé d'ailleurs, où on va aussi partager la valeur. C'est-à-dire qu'on va mettre en place économiquement la participation, chère à notre cher ami De Gaulle de 1968. J'en parle parce que quand on parle des 140 ans, hop, c'est passé en 68 qu'avait notre cher président Charles de Gaulle qui voulait absolument mettre la participation dans les entreprises, mais il s'était inspiré des SCOP, tout au moins des coopératives qui le faisaient déjà. Et c'est ça la force en même temps. Tu fais bien de dire que le régime des SCOP est une source d'inspiration, parce que quand on s'intéresse à ces questions-là sur l'entrepreneuriat plus classique, on voit bien que le législateur a créé la norme visant à inclure ou à, je veux dire, à inciter le chef d'entreprise à faire participer ses salariés au développement de l'entreprise. Il y a eu de nombreuses lois qui ont été votées en ce sens. Alors, elles ne sont pas contraignante comme peut l'être le régime des SCOP, hein, mais bon, on n'est pas SCOP par hasard, on le devient parce qu'on le choisit. Donc, mais on voit bien que c'est une source d'inspiration pour le législateur, je veux dire, quand il s'agit de légiférer pour les sociétés dites de droit commun, si je puis dire, ou les entreprises de droit commun. Donc, on voit bien que ça a imprégné vraiment l'entrepreneuriat au sens large sur ces dernières années. Je précise aussi que une voix, un associé, une voix, c'est ça, hein, quel que soit le poids dans l'actionnariat. Donc ça, c'est quand même pas neutre, hein, du tout. C'est même extrêmement illustrateur de ce que c'est que cette démocratie dont on vient de parler. C'est la beauté du modèle. Voilà. Et ça contraint, je pense, beaucoup pour les juristes qui nous écoutent à travailler et à tester l'affectio societatis, hein, c'est ce qui fonde le droit le contrat de société, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles on décide de s'associer, encore plus que dans n'importe quelle autre structure sociétaire. Et en droit, puisque nous sommes entre juristes en partie, en droit, l'affectio societatis, c'est en fait le ciment du contrat de société. Et quand il n'y a plus d'affectio societatis, le juge, eh bien, il dissout la société, il prononce sa dissolution judiciaire. Donc, c'est dire à quel point l'être ensemble et le pourquoi on est ensemble est important en droit aussi. Et il est tout particulièrement en matière de scope. On va dire qu'il est testé dès le départ en version full screen, plein écran. Donc voilà, merci Franck, il est bientôt 45. On me dit que pour l'instant, il n'y a pas de questions, mais parfois on en a après le webinaire, puisque ce webinaire est diffusé sur notre chaîne YouTube de Garoé, auquel tout le monde peut accéder. Et puis, il est aussi transformé depuis quelques temps, désormais, en podcast, donc sur notre chaîne Spotify. Alors, tout le monde pourra la contacter. Et là, bien sûr, si vous avez des questions à me poser ou à Franck,
ou même, je vous invite à aller consulter le site de l'Union régionale des SCOP et des SIC en région PACA Corse. Pour ne pas l'oublier, parce qu'on a cité plusieurs fois la Corse dans ce webinaire comme des exemples réussis de projets coopératifs. Merci Franck, vraiment de nous avoir fait l'amitié et le plaisir de participer en direct de Grasse. Je te souhaite une bonne table ronde cet après-midi autour de sujets. Je pense qu'il y a déjà peut-être des gens qui sont en train de rentrer dans la salle. Tout à l'heure, j'ai regardé, il y a que... Ils ont trouvé la porte. Merci beaucoup et c'était un plaisir de te recevoir. Merci à toi, Delphine. Et puis, on a un super narratif en fait là-dessus, c'est qu'on doit aimer notre futur. Ouais, et peut-être grâce au SCOP aussi. Ce sera le mot de la fin, Franck. Je te remercie. Au revoir à toutes et à tous et à très vite. Bye. Bonne journée.